Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprise en région. Aujourd'hui, direction Marseille. J'ai le plaisir d'interviewer Fabrice Cocchio, le président de Digital Realty France. C'est tout simplement le numéro 1 mondial des solutions de data center. Je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Newton Offices. De Marseille à Lille, en passant par Bordeaux ou Lyon, j'interroge des dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès extramuros. Dans cet épisode passionnant, on va parler de data et oui, ça va être passionnant grâce à Fabrice qui est toujours très clair. On va comprendre ce que c'est un cloud, comprendre ce que c'est un data center, comprendre surtout les flux d'échanges mondiaux de données quand vous regardez sur votre téléphone des informations par exemple. Et puis derrière, on va comprendre tous les enjeux d'emploi, d'environnement liés à ces développements. C'est parti! Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors Fabrice, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui sur Extramuros. Fabrice Cocchio, donc je suis à présent le Senior Vice President de Digital Realty France. Non, Europe. C'est ça? C'est ça. Et le président France de Digital Realty. Voilà, je l'ai fait dans l'ordre. Alors merci d'être avec nous. Je suis ravi de t'avoir pour plein de raisons. On va parler d'un sujet que peu de personnes maîtrisent et quand on t'écoute, ça devient passionnant. C'est la data. Et en plus, il y a une particularité, c'est que on parle de data à Marseille, sur un territoire que j'aime beaucoup évidemment. Marseille qui était à peu près nulle part dans le classement des hubs de data mondiaux et qui est 7e, bientôt 5e, tu vas nous dire, donc au niveau mondial. Donc juste pour qu'on comprenne les enjeux de ce sujet-là. Donc je te laisse la parole pour que du coup tu nous décrives déjà quel est ton métier et qu'on comprenne un peu mieux tous ces enjeux-là. Alors, tout d'abord, moi je suis ravi également d'être avec vous pour ce podcast. On a la chance d'être partout dans le monde. Digital Realty, c'est le numéro 1 mondial des data centers. On gère aujourd'hui 315 data centers dans le monde, on en a 32 en cours de construction, pas n'importe où, dans les 50 villes du monde qui concentrent 85% des échanges de contenu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que bon, le numérique, le digital, c'est très compliqué. Finalement, c'est assez simple. Selon nous, c'est 3 phases essentielles. D'abord, on crée de la donnée, on stocke et on processe de la donnée, et ensuite, surtout, on échange de la donnée. Et c'est au moment de l'échange, comme dans quasiment toutes les lois de l'économie, que se réalise la création de valeur. Alors, nous, des particuliers, quand on prend une photo, on crée de la donnée. Quand on l'envoie par email, on la stocke, on la processe. Et puis, finalement, c'est au moment de la réception par notre interlocuteur de l'email qu'il y a eu une valeur qui a été créée. Alors là, c'est pas une valeur financière, c'est une valeur d'échange, de productivité. Mais on pourrait multiplier les exemples de ce niveau-là. Quand on regarde par exemple en replay Koh-Lanta, en fait monsieur TF1 lui il a son flux d'images vidéo primaire, ça c'est la création de données, puis il va l'assembler dans les data centers où il va la stocker, il va l'assembler avec un Content Delivery Network, une société qui va gérer pour le compte de monsieur TF1 qu'on puisse recevoir ça sur un iPad, un téléphone portable, une télé connectée ou là tout simplement sa box à la maison. Puis autour de ça il va y avoir des cookies, il va y avoir des gens qui vont regarder un petit peu qu'on est intéressé par finalement ce qui se passe aux Seychelles et puis il va nous proposer de passer des vacances pour une promotion sur un hôtel. Bref, il y a un service et en fait ce qu'on ne réalise pas toujours, c'est que finalement la data c'est une marchandise comme une autre. Alors on sait bien comment une usine automobile assemble des éléments de Valeo, de Bosch, de l'acier, de la peinture pour faire une voiture à la fin. On a un peu plus de mal à réaliser qu'il se passe exactement le même processus de fabrication, de manufacturing autour de la data. Et ça se passe pas n'importe où. Ça se passe dans certains data centers, ce qu'on appelle les data center hubs, et ça se passe surtout dans certains lieux, ces fameuses villes qui concentrent tous ces investissements de plateformes informatiques et télécoms qui viennent dans nos data centers pour pouvoir faire ce fameux manufacturing de la data et surtout l'échanger. Et pour l'échanger, il faut des réseaux télécoms et pas n'importe quel type de réseau télécom. Peut-être que vous vous souvenez, il y a un peu plus de 20 ans, Al Gore avait parlé des autoroutes de l'information. Alors,
personne comprenait bien ce qu'il voulait dire. En fait, c'est assez simple. C'est parce que les autoroutes de l'information, c'est tout simplement la combinaison, la somme de tous les cœurs de réseau en fibre optique, en milliers de fibres optiques, que ça soit d'un côté des fibres terrestres, on ne voit pas, hein, parce que ça passe dans nos trottoirs, ça passe dans les champs, ça passe sous des ponts, ça passe dans le métro à Paris, on ne le voit pas. Puis de l'autre côté, les câbles sous-marins télécoms, on les voit toujours pas, parce qu'ils sont sous l'eau. Et en fait, ce sont les infrastructures essentielles au fonctionnement et surtout à l'échange de cette data. Et on voit que dans le monde, je parlais tout à l'heure des 50 villes où nous sommes actifs, eh bien, il y a une concentration dans ces 50 villes, à la fois des réseaux télécoms et des data center hubs, pour que nos clients, grands opérateurs télécoms, grandes entreprises, petites start-up, PME, ETI, services publics, viennent amener leur plateforme informatique et télécom pour pouvoir réaliser ce manufacturing de la data et répondre à ces 3 enjeux que j'ai décrits tout à l'heure, créer de la donnée, stocker et processer de la donnée et surtout échanger de la donnée. Et c'est ce qui a fait que nous sommes arrivés à Marseille au lieu de l'échange, comme tu l'as mentionné tout à l'heure. Alors, pourquoi ces 50 villes-là sont particulières? Pourquoi est-ce qu'elles sont bien placées? Alors, je donne souvent l'exemple français avec Paris région parisienne pour que les gens comprennent bien. Paris région parisienne, c'est 2,2% du territoire, 20% de la population française, 31% à peu près du PIB, mais 80% du PIB informatique. Ça veut dire qu'il y a une surconcentration, hein, ce qu'on peut appeler le PIB informatique, c'est la concentration des investissements et la création de valeur à des endroits donnés. Alors généralement, ça se passe toujours dans une capitale économique. Hein. C'est Paris, c'est Madrid et pas Barcelone, c'est Amsterdam et pas Rotterdam. Enfin, on pourrait faire le tour d'Europe, le tour du monde. Et en fait, dans le monde, il y a donc ces 50 villes. Alors, sans surprise, hein, 3 grosses plaques. L'Europe du Nord-Ouest, hein, Francfort, Londres, Amsterdam, Paris, ce coin-là. Les États-Unis et puis un peu du Canada. De l'autre côté, une partie de l'Asie, bien sûr, Corée, Japon, Australie, Chine, bien sûr, Singapour. Et toutes ces plaques, ces 3 grandes plaques, échangent entre elles. Il ne faut pas oublier que dans notre métier, l'échange de la data, ça va très très vite. Ça va à la vitesse de la lumière. Hein, il faut 110 millisecondes pour faire envoyer une donnée de Marseille à Singapour. 110 millisecondes, c'est 0,11 secondes. Ça va vite, hein, ça va plus vite qu'un bateau CMA-CGM. Ça va plus vite qu'un bateau. Pour l'instant. Alors, ça va aussi vite un jour. Ils vont de plus en plus vite. Voilà, et donc, d'ailleurs, au passage, hein, ça veut bien dire que la notion de territorialité de la donnée, ça ne veut pas dire grand-chose. Ouais. Parce que à l'instantané, la donnée, c'est un peu comme des électrons autour d'un noyau. Hein, ça tourne dans tous les sens et ça va très, très vite. Mais par contre, elles ne vont pas n'importe où. Elles se concentrent, effectivement. Alors, tout à l'heure, j'ai donné les chiffres de Paris. C'est pas propre à notre jacobinisme classique. Hein. On retrouve partout une surconcentration dans la capitale économique. Donc c'est Francfort, c'est Milan, c'est Londres ou Paris, comme je citais tout à l'heure. C'est pareil, hein. C'est New York, Montréal, Séoul, Tokyo, Sydney. Ça, c'est les villes qui concentrent le PIB informatique mondial. Et parce qu'il y a des savoirs, parce qu'il y a de l'investissement, parce que c'est là que le contenu est produit. Oui, parce que c'est pour ça. Voilà, il y a une surconcentration économique et puis il y a quelque chose qui est propre à la data, parce qu'on pourrait se dire finalement ça pourrait suivre de façon parallèle la concentration de PIB, mais on voit bien dans l'exemple de Paris que j'ai cité que c'est bien au-delà. Même l'Allemagne, qui est un pays très décentralisé, Francfort concentre à peu près 60% du PIB informatique allemand. Aujourd'hui, on appelle ça du digital. Ça reste de l'informatique et des télécoms associés les uns avec les autres. Alors, il y a quelque chose de particulier au numérique. D'abord, c'est cette notion de rapidité que j'évoquais là, avec le temps de latence, le temps en millisecondes que met un paquet de data pour aller d'un point A à un point B. Pour que tout ça marche, parce qu'en fait c'est assez complexe, hein, moi je l'ai décrit sur 3 phases assez simples, mais c'est assez complexe à faire marcher, il faut la plupart du temps interagir non seulement à la milliseconde, mais même à la microseconde. Donc il faut être les uns à côté des autres, mais physiquement, virtuellement, l'un à côté de l'autre pour gagner du temps. On pourrait prendre l'exemple de la bien connue en finance, très de fréquence, où là ça joue à la microseconde pour gagner un écart de centimes sur une valorisation entre la bourse de Francfort et la bourse de Londres, par exemple. C'est pareil dans tous les aspects du digital. Puis il y a un deuxième élément qui est un phénomène d'ailleurs qu'on a bien étudié dans notre groupe en collaboration avec l'université de Berkeley aux États-Unis, qui est en fait 2 choses. Premièrement, on a devant nous une croissance vertigineuse de la croissance de la donnée. On est sur des taux de croissance de 140% par an.
140%, on peut faire le calcul vite fait, ça veut dire qu'on fait x10 tous les 6 ans. Donc c'est juste monstrueux ce qui se crée comme données. 80% de la donnée est créée par les entreprises d'ailleurs, seulement 20% par les particuliers. Peut-être qu'on fait trop de vidéos de chatons et de photos de vacances, mais en attendant... En fait, c'est que 20%. Voilà, les entreprises génèrent énormément de données. Et ces données, elles ont besoin d'être, encore une fois, échangées avec cette croissance qu'il faut absorber. Alors, heureusement que nous, on fait pas 140% de plus de data centers tous les ans, parce que sinon, on pourrait courir le cap. Mais la deuxième chose, surtout, c'est ce qu'on a appelé, d'ailleurs, dans ce rapport avec Berkeley, la gravité de la donnée, la data gravity. C'est que la donnée a tendance à aller s'agréger où est déjà la donnée. Donc finalement, tous ces centres qui sont des centres historiques, économiques, ont tendance à prendre de plus en plus de poids au fur et à mesure par gravitation de la donnée. Parce qu'encore une fois, une donnée n'a de valeur que si je peux l'échanger avec un tiers. Que ça soit pour une relation client-fournisseur, client-utilisateur, ou que ça soit dans une relation que je décrivais tout à l'heure de co-construction d'un matériau qui est finalement cette donnée. Alors ça, c'est très important pour comprendre que ça va pas s'arrêter et que donc c'est pour ça qu'on fait de plus en plus de data centers à Paris, à Francfort, à New York, à Tokyo et ainsi de suite. Et puis il y a un cas particulier qui est celui qui nous concerne un peu plus aujourd'hui pour Marseille. Parce que sur les 50 villes, il y en a 3 que sont Singapour, Miami et Marseille, qui, en tant que tels, ne sont pas des lieux de surconcentration de PIB informatique, ou même de richesse, tout simplement, de PIB, mais qui ont une particularité, c'est un atout géographique incroyable. Et on le connaît bien dans le maritime, avec Singapour, c'est quasiment le Pacifique obligé pour passer du Pacifique à l'océan Indien. Pour Miami, c'est un peu la même chose, c'est la liaison naturelle de l'Amérique du Sud et de la Caraïbe pour remonter vers les États-Unis. Quant à Marseille, c'est un peu le rôle qu'a eu Marseille dans l'histoire, y compris depuis l'Antiquité, c'est-à-dire que c'est la porte d'entrée ou de sortie, donc une gateway, comme on dit dans les termes télécoms, pour l'Afrique, le Moyen-Orient, le sous-continent indien, jusqu'à l'Asie du Sud-Est et au-delà, jusqu'à la Chine même, quand on veut justement interconnecter cette plaque asiatique ou indienne avec le cœur de l'Europe. Parce que Marseille ne serait pas Marseille, bien sûr, si elle n'avait pas en face l'Afrique et le Moyen-Orient, mais elle serait surtout pas Marseille s'il n'y avait pas derrière l'Hinterland que représente le cœur européen, qu'on appelle dans notre jargon le FLAP, qui est une belle abréviation de Francfort, London, Amsterdam, Paris. Ces 4 villes-là, d'ailleurs, au passage, c'est les 4 grands aéroports européens. Et c'est pas pour rien. De la même façon qu'on échange avec certaines logiques de concentration de population, de concentration de PIB ou de richesse, finalement, des hommes ou des marchandises, on fait la même chose, finalement, pour la data. Et donc, Marseille... Tu dis souvent que ton métier est très comparable à celui d'un aéroport, d'ailleurs. Il y a beau, alors récemment, là, on investit à côté de l'aéroport du Bourget. On parle beaucoup avec les nord de Paris, avec les gens d'ADP, et ils sont sidérés d'ailleurs de voir les similitudes incroyables entre leur métier et le nôtre. Et pourtant, on pourrait se dire quel rapport entre Roissy-Charles de Gaulle et l'aéroport de Digital Realty à La Courneuve. Et c'est-à-dire que nous, on fait un aéroport de data. Donc, de la même façon qu'ADP. On conçoit un aéroport, on construit l'aéroport, c'est le data center. On gère l'aéroport au quotidien, bien sûr, pour que ça marche tout le temps. Comme les aéroports, les grands aéroports, on se ferme jamais, ça continue sans arrêt. Et puis, nos clients, c'est les compagnies aériennes, les data, c'est les passagers, et on va juste faire en sorte que tout ça marche le mieux possible. Très clair, voilà, c'est ça qui est top, c'est que tu expliques ça simplement, ça veut dire que tu le maîtrises parfaitement. Voilà. J'ai la chance de faire ça depuis 20 ans, donc, depuis que les data centers existent, donc forcément ça laisse des traces. Votre périmètre commence où et s'arrête où? Je comprends, donc on produit beaucoup de data, donc c'est pas uniquement avec nos smartphones, c'est aussi donc beaucoup les entreprises à 80% qui créent ce contenu. Il est stocké, il est échangé. Vous c'est quoi votre périmètre d'intervention là-dedans, dans cette chaîne? Alors, on est à l'image de cette comparaison un peu triviale avec l'aéroport. On gère l'infrastructure. On est des acteurs d'infrastructure. Une infrastructure essentielle, nécessaire, pas suffisante pour faire le digital ou la transformation digitale. Ça, ce sont nos clients qui le font chez nous. Parce que ce sont nos clients qui amènent leurs machines chez nous. Et ça, c'est important pour comprendre finalement cette finalité de notre métier, parce que malheureusement, en français, on n'a qu'un seul mot, le mot hébergement. Les Anglais en ont 6.
Alors c'est pour ça que souvent les dictionnaires anglais sont un peu plus épais que les dictionnaires français, ils sont des fois un petit peu plus précis, rien que pour le fait de briller, ils ont 7 ou 8 mots quand nous on en a qu'un, briller. On est plus modeste, c'est pour ça. Sérieusement, c'est-à-dire que nous on va créer l'infrastructure du bâtiment, assurer plusieurs missions, des missions de sûreté. Il faut qu'on protège les actifs de nos clients qui sont en milliards, mais on va surtout leur assurer une continuité d'activité. Et pour ça, on n'est pas plus intelligent que quiconque. On va tellement mettre de muscles et surtout de ceintures et de bretelles, parce que nous, des pannes électriques, des pannes électromécaniques, des pannes de climatisation, on en a tout le temps, mais il faut que ça soit transparent pour nos clients. Alors, pour que ça soit transparent, on ne peut pas simplement incanter le bon Dieu de la continuité. On va surtout s'assurer qu'on a un taux de résilience qui est directement lié au fait que, comme je le disais, on a tellement de ceintures et de bretelles qu'on casse des fois des bretelles, on casse des fois des ceintures, mais le pantalon ne tombe jamais. D'ailleurs, c'est une de nos premières satisfactions, c'est qu'en 23 ans, on n'a jamais eu un client dans le noir chez nous, parce que forcément, si moi j'enlève la prise électrique, il n'y a plus grand-chose derrière qui marche. Par contre, on va s'arrêter là, c'est-à-dire qu'à aucun moment, on va faire du hosting, du web hosting, du cloud, des services dits à valeur ajoutée, parce que là, ça serait sortir complètement de notre compétence et aussi de notre responsabilité. On ne veut pas toucher à la data de nos clients. Par contre, on va permettre à ce que nos clients puissent échanger cette data. Alors physiquement, comment ça se passe? On va poser des jarretières optiques. Moi, je fais un peu avec mes équipes le 22 annières. Je connecte A avec B, B avec C, et ainsi de suite à la demande. Et ça se matérialise par un petit cordon, pas très long, au plus quelques mètres, de liaison optique, qui va permettre justement cette interconnexion. D'ailleurs, avant qu'on devienne le numéro 1 mondial Digital Realty, on s'appelait Interxion, et d'ailleurs ça venait du mot interconnexion. On est là pour interconnecter et faciliter physiquement la connexion entre nos clients, réaliser finalement les moyens de l'échange. Alors ça, c'est important. C'est la boîte. Du coup, c'est la boîte et les quelques câbles qui relient les machines de tes clients entre elles. Et surtout, avec le temps, en cumulant les clients, en cumulant nos data centers sont devenus des hubs, un peu comme l'image de l'aéroport de tout à l'heure. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, nos clients peuvent interagir entre eux sans que nous revendions un quelconque service, et donc en parfaite neutralité et concurrence, puisque mon client peut décider de se connecter sur du cloud Microsoft, ou du cloud Amazon, ou du cloud Jaguar, ou du cloud Outscale, enfin peu importe. Et moi, je ne vais pas prendre une taxe au passage. Donc du coup, les data centers sont devenus des véritables places de marché dans lesquelles nos clients peuvent facilement, aujourd'hui et demain, réaliser leur transformation numérique. Et ça, c'est tout l'enjeu, c'est ce qui explique des tendances différentes entre la salle informatique classique interne, comme on la faisait depuis les années 80 ou 90, et ça, on peut très bien faire ça, je sais pas, au milieu du Larzac ou à Chartres, et ça, c'est pas du tout mon métier. Le métier des équipes de Digital Realty, c'est de se positionner dans ces fameux hubs, ces 50 villes dont on a parlé tout à l'heure, d'avoir la plus grande diversité sur tous les types d'infrastructures que l'on retrouve dans l'informatique, dans l'IT, que ce soit les réseaux télécoms, que ce soit les intégrateurs de services, mes grands clients, c'est Capgemini, Atos, Accenture et ainsi de suite, mais aussi la start-up qui est incubée par The Box à Marseille. Et puis les grandes plateformes de digital media, les YouTube, les TikTok, les acteurs de cloud, et puis bien sûr toutes les entreprises et les services publics. Le ministère de la Culture est notre client ici à Marseille. Et alors, toi, tu as l'habitude, ça fait 20 ans que tu y es, mais nous qui ne sommes jamais rentrés dans un data center, est-ce que tu peux nous donner à voir? Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que ça veut dire du cloud chez toi? Physiquement, ça se manifeste comment? Le cloud, déjà, pour comprendre un data center, c'est un bâtiment de taille plus ou moins variée, mais aujourd'hui, ce que nous construisons, c'est des très gros ensembles. C'est des bâtiments d'abord qui coûtent extrêmement cher en investissement. En ce moment, nous sommes en train de construire à La Courneuve, au nord de Paris, le plus grand campus de data center de France à date. C'est 40 000 mètres carrés de salle informatique. 40 000 mètres carrés, ça fait à peu près 7 terrains de football, donc c'est assez grand. Pour simplement mettre des baies informatiques avec des machines dedans, des serveurs, des systèmes de stockage, des équipements télécoms. C'est un investissement de 1,150 milliard. Donc c'est ce qui explique aussi qu'il n'y a pas tant d'acteurs dans le monde qui sont capables de créer ces objets, ces usines du 21e siècle que représentent les data centers. Alors maintenant, à l'entrée, en effet. Quand on regarde le bâtiment,
Pour faire simple, ça se divise en deux parties à peu près égales, 50-50. D'un côté, ce qu'on appelle les locaux techniques, c'est-à-dire toute cette infrastructure de ceintures et de bretelles, de génie électrique, de génie climatique, de génie de la protection, de systèmes de sûreté, de systèmes de monitoring, de systèmes surtout de pilotage, parce que piloter un data center, c'est plusieurs dizaines de milliers de points de remontée d'alarme. Donc c'est beaucoup plus proche d'une centrale nucléaire que d'un entrepôt logistique au niveau du fonctionnement. Et puis de l'autre côté, 50%, c'est les fameuses salles blanches, les salles informatiques. Et là, c'est justement ce que nos clients viennent prendre comme service chez nous. Donc en gros, c'est une combinaison d'un service appuyé sur une dimension spatiale, des mètres carrés, et en même temps de l'infrastructure électrique associée. Donc on va nous demander 100, 500 kilowatts d'infrastructure électrique, 1 mégawatt, des milliers de kilowatts, peu importe. Et ça, on fait ça à la sur-mesure, parce que en gros, nos clients sont très variés dans leur plateforme. Si je prends Louis Vuitton Maltier, qui est LVM, qui est un de mes clients historiques, finalement, pour faire de l'informatique et vendre des sacs à main un peu chers, on n'a pas besoin d'un énorme système informatique. Il faut gérer un peu de stock, il faut gérer de la comptabilité, mais un peu de site web, mais c'est pas grand chose. Puis vous avez par exemple des acteurs de gaming, League of Legends pour les plus jeunes. Là, ça va être des milliers de mètres carrés pour pouvoir faire tourner tout ça. Donc en fait, le client moyen n'existe pas. Et pour revenir à ta question, qu'est-ce que c'est que du cloud? Finalement, le cloud, ce sont des salles, voire des multiples de salles, de 500-600 mètres carrés chacune, remplies de baies informatiques. Et à chaque fois, dans chaque baie informatique, c'est rempli de serveurs où vont être stockés les services fournis par, encore une fois, Scaleway en France, FreePro Jaguar, Outscale ou les champions américains que sont AWS, Google ou Microsoft. Et donc, quand une entreprise contracte un service de machine virtuelle ou de solution de stockage virtuel sur une solution cloud, eh bien indirectement, il n'y a rien de virtuel. C'est des grosses machines posées quelque part et c'est pas posé n'importe où. C'est posé en France, essentiellement à Paris et à Marseille. Voilà, merci du coup. On dissipe le mystère de ces fameux nuages. Voilà. Et vous là-dedans, votre modèle économique, c'est quoi? Comment est-ce que vous gagnez votre vie là-dedans? Alors, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est un secret. Non, c'est un modèle assez particulier. Notre groupe, encore une fois, qui est numéro 1 mondial, c'est une capitalisation boursière qui approche les 40 milliards. C'est une compagnie value de 82 milliards, donc on voit bien que c'est très très lourd. À titre de comparaison, Orange, le groupe Orange au niveau mondial, ça pèse à peu près 30 milliards. Vous voyez, et pourtant, on fait nous ça avec un peu moins de 5000 personnes dans le monde. Donc, on voit bien que c'est très capitalistique, pas forcément basé sur de la ressource humaine, avec un modèle de chiffre d'affaires par employé qui est quasiment de l'ordre de 1 million d'euros de chiffre d'affaires par employé. Donc, on n'est pas du tout dans un modèle, par exemple, d'un Capgemini, d'un Atos ou d'un Accenture, qui eux sont très peu capitalistiques. C'est exactement le contraire, très peu capitalistiques, très people intensive. Et notre métier se caractérise par 3 éléments. D'abord, on ne vient pas chez nous comme à l'hôtel pour le week-end. On est sur des contrats relativement très longue durée, minimum 5 ans. Notre record ici à Marseille, c'est des contrats de 25 ans. Quand on signe avec des consortiums de câbles sous-marins, mais quand on signe avec des grosses plateformes de cloud, c'est des contrats de 20 ans, 10 ans plus 10 ans. Donc pourquoi? Parce que d'abord, c'est très compliqué et très coûteux pour nous, mais c'est aussi très coûteux et très compliqué pour nos clients. Et une fois qu'ils ont installé des milliers de mètres carrés pour des services cloud, ils ne vont pas les déménager toutes les 2 semaines. Donc on a je dirais une durée contractuelle qui donne une extrême prévisibilité des cash flows. Pour une raison simple, c'est que 96% de nos revenus sont des revenus récurrents, qui est justement le fait de facturer tous les mois sur des années et des années le même client avec un système d'indexation. Le deuxième élément qui nous caractérise, c'est qu'on, happé par cette croissance vertigineuse de la création de data dont je parlais tout à l'heure, on en est à 80 trimestres consécutifs, donc ça commence à faire quelques dizaines d'années, de croissance supérieure à 12%. Donc là, gérer de la croissance, c'est le quotidien des équipes de Digital Realty.
C'est très sympathique, la croissance, des fois ça fatigue un peu, hein, parce que quand c'est tout le temps, il faut pouvoir l'assumer, ça veut dire sans arrêt, changer, évoluer, recruter, former et continuer à aller de l'avant pour accompagner nos clients. Et puis le troisième modèle, c'est que c'est tellement capitalistique qu'il faut effectivement qu'on ait des systèmes qu'on appelle cash flow sur opération, où on génère des EBITDA autour de 50-55%. Alors ça peut paraître énorme, mais d'un autre côté, on est... c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Mais c'est un métier particulier, parce qu'on est dans un modèle où des fois, on investit plus que le chiffre d'affaires annuel. Et donc forcément, hein, si on n'a pas besoin d'avoir... Et tu as 25 ans de revenus en face. Voilà. C'est pas mal. Moi qui suis dans l'immobilier, je suis assez envieux de tes 25 ans de revenus garantis, ou à peu près, et indexés. D'ailleurs, l'indexation dans l'immobilier était un sujet ces derniers temps avec l'inflation. Je sais pas vous comment vous indexez sur 25 ans, hein, pour avoir quelque chose qui colle bien à la réalité. Alors, c'était pas le cas jusqu'à présent. Effectivement, on avait des indexations annuelles de l'ordre de 2% en moyenne, hein, à peu près. Donc, c'était tout à fait absorbable. Là, les clients forcément ont été un petit peu surpris. Nous, on est face à différents types d'inflation. On est face d'abord à l'inflation des coûts de construction. Alors là aussi, on rejoint le monde de l'immobilier. Pareil, dans l'immobilier. Quand on a des coûts de construction, et c'est pas simplement le béton. Le béton, c'est une part infime des coûts de construction d'un secteur, mais les équipements électriques, les équipements de climatisation, tous les équipements, entre guillemets, ont pris des augmentations là depuis la crise en Ukraine assez incroyables, et il n'y a pas de secret, à un moment donné il faut bien qu'on répercute ça aussi à nos clients. Donc on est plus dans une tendance haussière des prix, parce qu'on est dans une tendance haussière de nos coûts d'investissement. On peut avoir aussi des coûts, donc des OPEX, des coûts de charge qui eux-mêmes explosent. Ça a été le cas pour tout le monde en France et en Europe sur les prix de l'énergie. C'est d'autant plus vrai que nos clients, traditionnellement, 20 à 25% de leurs frais d'hébergement chez nous étaient représentés par leur consommation électrique. Là, en ce moment, avec la hausse des prix, on frôle les 40% du budget annuel chez nous. Donc forcément, alors nous, on est un peu protégés parce qu'on n'est pas revendeur d'électricité. On revend, on passe le plat d'une prestation électrique où notre client, s'il consomme X, on le facture X fois Y. D'accord. Donc pour toi, t'as pas de risque là-dessus. Hein, c'est neutre, mais ceci dit, les clients attendent de nous forcément qu'en tant qu'experts et acteurs électro-intensifs, on maîtrise au mieux à la fois l'achat d'énergie, mais également surtout l'efficience énergétique de nos bâtiments, puisque la meilleure façon de les aider, c'est de faire en sorte que le meilleur kilowattheure, ça soit celui qu'on ne consomme pas. Bien sûr, bien sûr. Donc, dans une recherche ou une obligation réglementaire sur l'isolation et la baisse des consommations d'énergie, nous, de fait, le poids est tel dans le coût global de la prestation informatique que nos clients attendent beaucoup de nous sur cet aspect-là. Mais je voulais venir plus tard sur cet aspect environnemental, mais allons-y sur la production d'énergie. Je sais que du coup, vous êtes capable d'en produire énormément, mais est-ce que tu peux nous donner un peu d'échelle là-dessus? Alors, pour être très clair, moi je ne produis pas d'énergie. Hein, je suis un gros utilisateur. On est même on a un statut, c'est électro-intensif, au même titre que ArcelorMittal à Fos. Alors qu'est-ce que c'est qu'un électro-intensif? C'est deux choses. C'est à la fois la consommation, bien sûr, en termes de quantité, à un point donné, hein, par réparti sur 300 agences en France, par exemple. Donc c'est un point de concentration d'usage. Et puis c'est aussi quand, pour être un tout petit peu technique, quand la quote-part de l'achat d'énergie représente une part significative de la valeur ajoutée créée. Bon, d'accord. Et il faut avoir le cumul de ces deux éléments-là pour être un électro-intensif. Non, on ne produit pas, parce que chacun son métier, on n'est pas des énergéticiens. Par contre, de plus en plus, on devient des co-investisseurs de solutions de production d'énergie, notamment d'énergie renouvelable. Parce que nous sommes leaders en Europe et en France en particulier. On a été les premiers acteurs de ce secteur du data center à contribuer à la neutralité carbone sur le scope 1 et le scope 2. Donc là, pour être un peu plus précis... Tu maîtrises à peu près en direct. Voilà, ce qui ne dépend pas de l'usage de tes clients. Exact. Ça, c'est le scope 3 sur lequel on est déjà bien engagé également. Et pour faire ça, entre autres, depuis 2014, donc on ne parlait pas de réchauffement climatique sur BFM TV toutes les 10 minutes à l'époque, en 2014. On est rentré, nous, dans une systématisation d'énergie verte réinjectée dans le réseau français, parce que je peux assez facilement
acheter de l'énergie verte en Norvège, ça va pas faire grand chose pour mes activités à Marseille, même si on n'a qu'une planète. Et dans ce cadre-là, comme beaucoup d'industriels en France, on s'inscrit dans ce qu'on appelle des PPA, des plans pluriannuels d'approvisionnement en électricité verte, essentiellement en France du solaire et un petit peu d'éolien, mais beaucoup du solaire en ce moment. Et donc on devient des cofinanceurs finalement de programmes d'additionnalité d'ENR, et notamment pour pouvoir à la fois assurer notre approvisionnement à 100% en énergie verte, mais aussi pour stabiliser les prix pour nos clients, parce que nos clients n'aiment pas bien sûr, quand les prix montent, ils préfèrent quand ça baisse, mais ça sera, à mon avis, une vue de l'esprit d'espérer qu'on revienne à la situation qu'on avait encore quelques années. En revanche, ce dont ils ont besoin, c'est un peu de prévisibilité. Ce qui s'est passé là sur l'année 2022 et 2023 avec des sauts limites quantiques des prix, là, ça perturbe beaucoup parce que comment faire un business, comment faire un budget, tout simplement, si on ne sait pas si les prix vont être multipliés par 2 ou par 3. Donc, quand on est dans ces ordres de grandeur, ce qu'ils attendent aussi de notre part, c'est de stabiliser les prix. Les plans pluriannuels d'approvisionnement en énergie verte permettent de stabiliser les prix. Alors maintenant, pour donner un chiffre, parce que tu m'as demandé un chiffre, on dépasse à peu près les 400 gigawattheures annuels. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est beaucoup forcément par rapport à une ETI moyenne. Par rapport à ces usines électriques qui fondamentalement sont les data centers, c'est finalement pas tant que ça. Et quand en fin 22, on avait la crainte de ne pas passer l'hiver avec de l'électricité, en tout cas sans coupure, vous, puisque tu n'as jamais mis tes clients dans le noir, quelles sont les sécurités pour pallier ce problème-là? Or, comme on a un statut un petit peu spécifique et aussi parce que nous hébergeons un certain nombre d'applications de l'État français, commencer par des réseaux académiques, des réseaux de ministères, un certain nombre de choses, on est classé site prioritaire. Donc normalement, si tout se passe bien au niveau du gestionnaire de réseau, on nous coupe en dernier, au même titre qu'un CHU comme l'hôpital Nord à Marseille par exemple, ou la Timone. Mais au-delà de ça, on va pas se dire espérons que tout se passe bien. Ça suffit. Donc on a des systèmes secours effectivement. Alors là il y a pas de coup de magicien. On est surarmé à la fois en groupes électrogènes, mais des très très gros groupes, et des multiples de groupes, puisqu'en fait on est en N+2 pour être précis, c'est-à-dire qu'on met la totalité de la puissance théorique du site plus 2, parce qu'au cas où on ne sait jamais s'il y en avait qui flanchait, et on s'appuie sur des réserves jusqu'à présent, jusqu'à il y a un an, de fuel. Donc on stocke des centaines de milliers de litres de fuel pour pouvoir tourner à peu près une semaine sans aucun problème. Alors honnêtement, si nous-mêmes on devait attendre une semaine pour que le réseau électrique revienne, je pense qu'il y aurait une situation un problème qui est autre que simplement de savoir si le data center marche. Mais enfin ceci dit, on regarderait peut-être un peu moins Netflix pendant ce temps-là. On aurait besoin d'un peu moins de data. Mais alors maintenant, on stocke plus. C'est un des autres aspects où on a été leader, parce qu'on a été les premiers en France à introduire un autre type de fuel, non plus un fuel lourd classique qui est quand même très polluant, notamment au niveau des émissions de carbone, mais on a introduit et systématisé l'usage d'un diesel de synthèse qui s'appelle le HVO100 et qui a la particularité dans son cycle de vie de réduire de 90% l'impact carbone. Donc ça, c'est énorme. Ça coûte un petit peu plus cher, mais quand on est comme nous, engagés sur une neutralité carbone et qu'on fait de la compensation, in fine, le but n'est pas de compenser pour compenser, le but est d'abord de réduire, d'avoir de l'énergie verte, et enfin le reliquat, qui n'est pas grand-chose, parce que on vient d'avoir les chiffres de 2022, pour la totalité, alors qu'on est numéro 1 en France, la totalité de nos activités en France, on a un impact carbone résiduel de 2800 tonnes. Alors, au niveau des auditeurs, là, je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire, à peu près en ordre de grandeur 2800 tonnes. Un Français, selon les chiffres de l'ADEME, c'est en moyenne 9 tonnes de carbone par an qu'on produit, toi, moi, notre voisin. Donc, on fait le calcul rapide. 2800 tonnes, ça fait à peu près l'équivalent de 314 Français, pour être précis. Donc, en gros, on peut être le numéro 1 en France des data centers et ne représenter un impact carbone que de 314 personnes. Enfin, 314 foyers, 314 personnes. Donc, c'est toujours trop. Et toutes les équipes de Digital Realty travaillent pour réduire ça au fur et à mesure. Moi, ce que je remarque, c'est qu'on a baissé notre impact carbone de 30% entre 2021 et 2022, alors que dans le même temps, on a augmenté de 14% nos surfaces. Donc, a priori, la possibilité... C'est plutôt pas mal. Et plus de carbone. Donc, c'est plutôt vertueux.
Et là, tu parles du résiduel, hein. C'est ça quand tu prends en compte les énergies renouvelables et... Alors, en plus, on a une belle actualité là sur Marseille parce qu'on a eu le plaisir la semaine dernière d'avoir le communiqué de presse officiel du ministère de la Transition écologique suite au décret qu'ils avaient passé qui validait notre label bas carbone que nous avons développé en partenariat avec le Parc national des Calanques pour la protection. Alors les gens en Méditerranée connaissent bien, c'est les herbiers marins de Posidonie, qui a une particularité de stocker 30 fois plus de carbone que les arbres. Et là, on a déposé avec nos partenaires de Schneider et EcoAct du groupe Atos une méthodologie qui est donc certifiée et qui va permettre, entre autres, au Parc national des Calanques de lancer des investissements parce qu'ils vont avoir des ressources financières de par la commercialisation de la tonne carbone. Alors, on parle quand même d'une capacité annuelle de 24 000 tonnes de carbone à commercialiser pour le parc des Calanques et donc des ressources financières associées pour protéger, non pas pour gagner de l'argent, mais pour pouvoir protéger les Posidonies du parc national des Calanques. Donc, c'est un bel exemple de travail en commun au sein du territoire, mais aussi comme quoi on peut être un acteur du data center et finalement se préoccuper de l'océan en général, de la mer Méditerranée en particulier, et du parc national des Calanques pour être vraiment en proximité. Bravo. Et on le rappelle, du coup, important de créer des puits de carbone puisqu'il en reste, il faut aussi l'absorber. Et donc la Posidonie, merci Fabrice de le préciser, en absorbe grandement. Quand on parle data center, Marseille, on parle beaucoup des câbles. Pareil, ça a été une découverte récente de voir que il y a des milliers de câbles, et finalement c'est tellement évident, mais que des milliers de câbles qui se déroulent entre les continents. Est-ce que là aussi tu peux nous préciser un peu pourquoi Marseille et qu'est-ce que on est relié, Marseille est relié et donc l'Europe à quoi? Alors, ce que peu de gens savent, c'est que il n'y a pas grand-chose qui passe dans l'air au niveau satellitaire, par exemple. 95% des flux sont échangés de pays à pays et de continent à continent à travers des câbles télécoms sous-marins, qui sont d'ailleurs au passage pas plus gros qu'un tuyau d'arrosage de jardin, d'ailleurs. C'est à peu près de 3 cm de diamètre pour un câble. Il y a un peu de protection autour du blindage, d'un isolant et autres, mais enfin, in fine, on se retrouve avec quelque chose qui fait 7-8 cm de diamètre. C'est pas grand-chose. On est en train de couvrir le tapis marin. Ces câbles sont essentiels. D'abord parce que ils sont quand même un peu plus protégés en mer à 2000 mètres ou 3000 mètres de profondeur que quand on fait un trou dans un trottoir qu'on a tendance à recreuser 2 mois plus tard pour refaire passer autre chose. Mais plus sérieusement, ces câbles assurent justement ces liaisons. Aujourd'hui, on vit dans un monde en 2 dimensions. D'un côté, les câbles sous-marins télécoms, de l'autre côté, leurs pendants terrestres, les câbles terrestres. Et là aussi, les gens, les auditeurs podcast le savent pas parce qu'en fait, on le voit pas. On voit pas ce qui passe dans un fourreau sous un trottoir ou dans un champ ou le long d'une voie navigable française. On voit pas non plus ce qui est dans la mer à partir de Bonneveine ou du port de Marseille. Et pourtant, tout passe par là. Et c'est pour ça que je parlais d'un monde en 2 dimensions, parce que d'un côté, ces câbles sous-marins télécoms, de l'autre côté, les câbles terrestres qui irriguent la zone métro de Marseille, qui remontent sur la ligne classique du Marseille-Lyon-Paris, qui vont à Francfort, qui vont à Londres, en reprenant un autre câble sous-marin pour traverser la Manche, d'ailleurs, au passage. On va passer en 3 dimensions, parce que il y a une évolution majeure dans les satellites, c'est notamment les multiconstellations, où on est en train d'abaisser considérablement le coût de revient et d'investissement donc d'un satellite. Maintenant, on s'est fabriqué quasiment à la chaîne des satellites de communication pour 3-4 millions d'euros et on n'est plus du tout sur ce qu'on lançait une fois tous les 3 ans avec un lancement à coût. En ce moment, certains opérateurs balancent tous les 15 jours des grappes de 60 satellites. Ça, on réalise pas ce qui est en train de se passer. On est en train de recréer en fait tout un réseau télécom autour de la planète. Mais le soleil quand même. Je pense quand même. Bon. D'ailleurs, parce qu'ils sont en orbite par nucléaire, des fois on voit passer des traînées, c'est les constellations qui tournent autour. Et donc là, on pense qu'à un horizon de 10-15 ans, le marché satellitaire des multiconstellations va prendre à peu près 10-15% des transmissions internationales qui aujourd'hui incombent uniquement quasiment au câble sous-marin télécom. Ceci dit, on est face à ce fameux mur d'échange de données que je mentionnais tout à l'heure, qui fait qu'il y a de la place pour tout le monde et les câbles sous-marins ne sont pas prêts d'être remplacés.
Alors ça c'est l'atout de Marseille. L'atout de Marseille, c'est la position géographique incroyable, parce que finalement, quand on débouche par la mer Rouge et l'Égypte en Méditerranée, le chemin le plus court, donc le moins cher, le plus efficace pour remonter vers le cœur européen, qui est donc constitué de Paris, Londres, Francfort, Amsterdam, finalement c'est Marseille, parce qu'après on n'a plus qu'à remonter la vallée du Rhône, à gauche à la barrière de Bourgogne, on va vers Paris, à droite on va faire Francfort, et le tour est joué. Donc c'est ça qui est l'atout majeur de Marseille. Alors à quoi est relié Marseille? Grâce à ces câbles sous-marins, on en a à peu près une vingtaine là connectés en opération depuis quelques années. Il y a 53 pays qui sont directement connectés à Marseille et toute leur population, bien sûr, derrière. Donc on est en train de parler en ce moment d'à peu près 4 milliards et demi de personnes connectées à Marseille qui vont récupérer du contenu, échanger du contenu, produire des services et les envoyer vers l'Europe. Et c'est ce qui fait que Marseille est devenu le 7e hub mondial. Voilà. Bravo. Et quand les câbles arrivent à Marseille, ils n'ont pas la CGT pour le coup qui les accueille. Non, les câbles effectivement arrivent dans nos data centers. Consommer, ce qui compte, c'est pas le câble c'est qu'un média. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a au bout, c'est l'intelligence au bout pour créer les liaisons télécom et les accès Internet qui vont être consommés par justement les clients du data center. Donc, Monsieur Disney, Monsieur TikTok, Monsieur Facebook, Monsieur YouTube, pour citer que des digital médias, vont aller justement toutes ces capacités pour renvoyer des flux vers l'Italie, l'Égypte, le Yémen, le Pakistan ou l'Afrique du Sud. Et c'est ça qui fait que Marseille est devenu un lieu d'échange incroyable. Il y a 8-9 ans avant qu'on arrive à peu près nulle part. Alors, il faut être humble. Nous, c'est pas nous qui avons fait le hub. Nous avons fait la couche infrastructure qui a permis le hub. Le hub, ce sont nos clients. C'est la somme de tous nos clients et de toutes leurs data échangées qui fait le hub, puisque un hub, ça se mesure en terabits échangés par seconde. Alors, c'est pas moi qui le dis. Il y a des instituts pour ça, notamment Telegeography à New York, qui mesurent tous les ans ce qui se passe. Et l'année dernière, la croissance entre 2021 et 2022 des flux a été de 47% à Marseille. Enfin, c'est juste incroyable. Ouais. Si l'économie française allait au même rythme, on se porterait tous. Ouais. Non, mais c'est pour ça que je faisais le parallèle et que j'osais parler de la CGT au port de Marseille parce que c'est pas un sujet moi qui me gêne. C'est drôle d'entendre ce que tu dis parce que c'est également vrai pour les bateaux. C'est plus facile de débarquer à Marseille quand tu arrives de Chine par le canal de Suez que d'aller à Rotterdam. Et pourtant, des bateaux choisissent quand même, en tout cas des chaînes logistiques choisissent d'aller débarquer plutôt à Anvers ou à Rotterdam. Ou en tout cas, c'était bien le cas avant la réforme portuaire et on voit que le port de Marseille va mieux depuis quelques années. Voilà. Oui, ce qui est intéressant de noter, c'est que finalement un port, c'est une gateway, c'est un endroit d'entrée. Ce qui est vrai, et ce que tout le monde perçoit bien depuis la nuit des temps en termes de marchandises ou d'échange d'hommes, c'est vrai aussi pour la data. Ça suit les mêmes logiques. Ouais. Alors des fois on peut faire de la croisière, on peut faire du ferry, on peut faire du vrac, on peut faire de l'import-export de produits pétroliers ou de gaz. On peut faire aussi de l'import-export de data. C'est ce qui se passe et c'est bien que le port de Marseille, dans cette dimension smart port, ait justement saisi cette opportunité également. Alors du coup, maintenant que je comprends beaucoup mieux et j'espère tout le monde comprend beaucoup mieux ce que tu fais et un peu l'impact de la data, si on en vient un peu plus sur les enjeux, alors je peux pas m'empêcher, moi en tant qu'investisseur immobilier, de rebondir tout de suite sur ce que tu as dit tout à l'heure, 40 000 mètres carrés. Je crois également bien savoir là où vous êtes sur le port de Marseille, vous avez reconverti un lieu qui était difficilement reconvertible. Si on prend déjà ce dernier exemple, mais après je suis assez curieux de savoir comment vous avez fait à La Courneuve. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous avez fait et comment vous êtes aussi un acteur de l'aménagement du territoire? Alors, d'abord, il faut partir je pense, des réseaux télécoms. C'est pour ça que certains aimeraient bien nous voir dans le Larzac. Et encore, je ne suis pas persuadé que les paysans du Larzac seraient contents. Non plus, ouais. Mais on ne met pas des data centers au hasard. On les pose littéralement sur ce nœud de concentration de réseaux télécoms que j'évoquais tout à l'heure. Et ça, c'est pas n'importe où sur le territoire. D'ailleurs, le territoire français, j'aurais pu prendre l'Espagne, l'Autriche ou n'importe quel pays européen, est organisé toujours de la même façon. C'est un peu comme un réseau routier, c'est-à-dire autour d'un hub, après on part en 4 voies, 2 voies, nationales, et ainsi de suite. On pense toujours, quand on est un particulier ou un citoyen en France, que parce qu'on met de la fibre un peu n'importe où, que ça y est, on est connecté. Non, on est en train d'organiser les territoires
sur un système de distribution et de collecte. Et la fibre, la FTTH, la fibre à la maison ou dans l'entreprise, je sais pas moi, en Mayenne ou dans le Jura, ce n'est que le dernier bout finalement du réseau routier télécom qui arrive jusqu'au bout. Et donc tout se concentre autour des hubs. Alors les hubs, il y en a pas 36. En France, on a déjà beaucoup de chance. La France est le seul pays européen à avoir 2 hubs d'envergure mondiale et de surcroît dans le top 10 mondial. Paris est dans le hub mondial. Forcément, on est tant à Paris qu'à Marseille dans des univers assez denses, voire même très denses, au niveau population, au niveau bâtiment, au niveau route, au niveau servitude. C'est toujours un petit peu compliqué. C'est d'autant plus compliqué que notre métier des data centers est un peu confronté à une sorte de loi de Moore, c'est-à-dire que tous les 2 ans, on fait 2 fois plus de data centers. Donc on travaille beaucoup sur l'efficience des bâtiments pour pouvoir justement rester dans des domaines raisonnables. Alors de plus en plus, on est des acteurs qui utilisent alors soit des friches industrielles, soit des reconversions de bâtiments. Ça peut être un ancien entrepôt, par exemple, de logistique, qu'on va reconditionner complètement. Le but étant bien sûr de ne pas contribuer à l'artificialisation des sols. Plus précis, ici à Marseille, nos clients, à travers nos 4 data centers, ont donc réussi à construire le 7e hub mondial sur finalement pas grand-chose, parce qu'à Marseille, quand je cumule les 4 fonciers des 4 bâtiments data centers concernés, on est sur 25 000 m², donc 2 hectares et demi. J'avais dit dans un journal, c'était pas la mer à boire. Alors en face de Marseille, il fallait oser, mais bon. Mais plus sérieusement, 25 000 m² pour faire le 7e hub mondial, c'est quand même extrêmement efficient. À titre de comparaison, parce que moi j'aime bien les ordres de grandeur, Francfort, qui est le premier hub mondial, à peu près le triple de l'échange de data par seconde de Marseille, c'est 1 million de mètres carrés de data center. 25 000 d'un côté, 1 million. Donc voilà, je pense qu'il faut relativiser. Alors c'est sûr, on a toujours un petit peu en France, comme ailleurs, il n'y a pas qu'en France, le concept pas dans mon jardin, not in my backyard. On veut bien des éoliennes, mais il ne faut pas que ça soit quelque chose qu'on voit. On veut bien des solaires, mais il ne faut pas que ça soit à côté de chez soi. On ne veut pas de centrale nucléaire, enfin on ne veut pas grand-chose. Et à un moment donné, il faut bien avoir une conscience nationale de ce qu'on veut développer. Non, ce qui est intéressant, je pense, et ce qui finalement séduit assez bien les autorités diverses et variées auxquelles nous nous adressons, tant à Paris qu'à Marseille, c'est que notre modèle permet d'absorber des transformations de sites qui ne seraient pas éligibles pour d'autres acteurs. Non pas parce qu'ils seraient moins vertueux que nous, mais tout simplement parce que le business model ne permettrait pas d'absorber des tels coûts. L'exemple emblématique que tu citais, c'était ici à Marseille. D'ailleurs, là, je parle de notre bâtiment MRS3, qui est donc l'ancienne base sous-marine construite par les Allemands à la fin de la Seconde Guerre mondiale, jamais achevée et jamais utilisée pendant 75 ans. Donc nous, on a réussi à transformer un bâtiment funeste du XXe siècle en usine du XXIe siècle, avec pas mal d'investissements, 170 millions d'euros, mais finalement, personne ne savait quoi en faire. Et on a peut-être rendu service à l'État français sur le port, puisque effectivement, c'était territoire national avec le port de Marseille. À la Courneuve, là, le site de 40 000 m² de salle informatique que je citais, on a racheté l'usine d'Airbus Hélicoptères, alors pas celle de Marignane, mais celle de la Courneuve, qui faisait les pales des hélicoptères. Et cette usine-là, qui date de 1905, d'ailleurs le premier avion de chasse français est sorti de cette usine-là. D'accord. Il y a longtemps. Elle a servi de dépôt de munitions aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, grosso modo, à part de l'or et des diamants, je pense qu'on a tout trouvé quand on a dépollué le site. Aussi, on a eu des tels coûts de désamiantage et de dépollution que seul un business model d'investissement permettait d'absorber ces coûts-là. Donc finalement, peut-être que des fois on rend même service. Là, sur ces 2 cas, c'est sûr. Et vous êtes nécessairement en rez-de-chaussée où vous arrivez à être sur de l'horizontalité, ou vous arrivez à être sur de la verticalité? Alors, on aimerait bien faire plus de verticalité. En France, on est des grands adeptes des PLU qui obligent à rester à 22 mètres à la crotère. À Francfort, on s'est monté, nous, à 48 mètres. Je suis pas persuadé que les Allemands aient moins de conscience que nous Français de ce qui est intéressant ou pas. Bon, c'est aussi ce qui explique un peu l'étalement à la française, qu'on connaît bien dans le monde de l'immobilier et notamment de la maison individuelle. C'est peut-être pas le modèle le plus vertueux
en termes de ressources en général et d'impact carbone en particulier. C'est aussi d'ailleurs une des raisons pour laquelle moi je milite depuis des années auprès des autorités pour faire de la planification urbaine, d'essayer de ne pas émietter entre guillemets des data centers un peu partout, mais de programmer. Alors l'enjeu il n'est pas à 4-5 ans, l'enjeu il est à 10-15 ans. Parce qu'à 10-15 ans, nous, nos confrères, on fera des bâtiments avec des puissances à 400-500 mégawatts. 400-500 mégawatts, pour les auditeurs, c'est la moitié d'une centrale nucléaire. Donc, vaut mieux qu'on s'organise un petit peu, parce qu'il y a des façons intelligentes de programmer cela. D'ailleurs, moi, j'ai pas inventé la poudre sur ce sujet-là. Un certain nombre de nos confrères, ou plutôt de nos partenaires européens, les Hollandais, les Espagnols, plus récemment, ont déjà sanctuarisé des espaces à proximité d'Amsterdam ou de Madrid pour faire des zones de data center et uniquement de data center. Il ne faut pas aller y mettre un entrepôt logistique ou une surface de vente de produits ménagers. C'est pas du tout le propos. Mais de la même façon qu'on programme quand on veut faire un aéroport. On parlait tout à l'heure. Bien sûr. Finalement, c'est les mêmes enjeux d'aménagement du territoire et de l'espace, sachant que ça se passera pas à Bordeaux, à Rennes, à Strasbourg, ça se passera à Paris et à Marseille. Et oui, on le sait déjà. Donc autant l'anticiper et le prévoir. Donc la question que je me posais, c'était avec une telle production d'énergie, est-ce que il est illusoire de se dire qu'on va créer de la mixité et profiter du chaud, peut-être de la temporalité s'il y en a une, en tout cas celle des logements. Les logements souvent ont besoin d'énergie plutôt le soir, la nuit et se vident la journée. Est-ce que comme ça il y a des mouvements pendulaires qui peuvent être bénéfiques autour de data center ou non, et le data center c'est un data center et il doit être dans son coin. Alors, faut faire attention à ce sujet. Il y a un sujet très important effectivement qui s'appelle la réutilisation de la chaleur fatale. Je sais pas qu'elle était fatale, mais c'est un bon nom. Depuis Newton, on sait qu'un kilowatt d'énergie, ça restitue 1 kilowatt de chaleur et qu'il faut donc 1 kilowatt de froid si tant est qu'on veut le maintenir à un certain niveau. Or, effectivement, pour les machines informatiques, pour être dans l'optimisation de leur fonctionnement, il faut être dans une bande de température et d'hygrométrie que nous employons à fournir. La particularité des data centers, c'est que ça fournit beaucoup de calories en permanence. Donc ça, c'est bien, c'est prévisible. C'est 24 heures sur 24. L'inconvénient, c'est que c'est de la très basse calorie. On est à 29 degrés. On est sur des boucles internes. On envoie de l'eau à 14 degrés, on la récupère à 29 et on retraite à 14 et ainsi de suite. 29 degrés, n'importe quel auditeur du podcast sait que s'il met de l'eau froide dans son bain, il y a peu de chances que ça réchauffe le bain. Ben, c'est un peu la même chose. Une image un peu triviale pour le réseau de chaleur. C'est-à-dire qu'un réseau de chaleur, il y en a ici à Marseille, là, pour Euroméditerranée, qui est géré notamment par Dalkia avec la station Massileo. Un réseau de chaleur, traditionnellement en France, c'est plutôt des réseaux de très haute chaleur. On est à 110-115 degrés. On fait de plus en plus, un peu comme les pays nordiques, des réseaux dits de basse chaleur à 80 degrés. Donc forcément, si moi j'envoie de la température degrés, je perturbe. Donc là, il n'y a pas de 36 solutions. Il faut mettre ce qu'on appelle des pompes à chaleur pour rehausser les calories et pas venir perturber le réseau de chaleur, à l'image de cette eau froide dans le bain. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que des pompes à chaleur, il faut de l'électricité pour les faire marcher. Donc, il faut faire attention. Ce que je veux dire par cet exemple-là, c'est qu'il n'y a pas de yaka-yaka. Il faut être deux déjà pour danser le tango. C'est-à-dire que moi, si je fournis de la chaleur mais qu'il n'y a personne qui va en consommer à proximité, ça ne sert pas à grand-chose. La France n'est pas tellement équipée en réseau de chaleur. On a 800 réseaux de chaleur, un tout petit peu plus que 800, essentiellement concentrés sur Paris, RP dans le nord, pas trop dans le sud, pour des raisons historiques. Et même si nous, ainsi que toute la filière, nous sommes dans une phase où nous donnons gratuitement nos calories, on pourrait avoir le vœu de les commercialiser, mais même en les donnant gratuitement, ça n'intéresse pas toujours tout le monde. Alors, des fois, on peut avoir des cas. Moi, j'ai un de mes confrères qui récemment a réussi, parce qu'il était littéralement voisin d'une piscine, de pouvoir renvoyer l'eau chaude dans la piscine. Et puis, une piscine, ça tourne à 27 degrés, 28 degrés. Donc, finalement, c'est pas mal. Bon, une piscine, ça ne consomme pas énormément de calories par rapport à, je sais pas, un ensemble urbain d'habitation HLM ou un programme comme Euroméditerranée ici à Marseille. Donc, le sujet est un tout petit peu plus complexe qu'on veut bien le dire des fois. Ça ne nous empêche pas de rechercher systématiquement des solutions. Là, à la Courneuve, où j'ai un autre bâtiment, je ne sais pas que celui que j'ai cité, on a un
bâtiment de 10 000 mètres carrés qu'on a construit depuis déjà assez longtemps. Et coup de chance, il y a une extension du réseau de chaleur à proximité, qui est d'ailleurs le plus grand réseau de France, le réseau du CIREC. Et cette extension passe littéralement devant notre data center. Donc là, on fait une connexion, il y a un modèle qui passe. Voilà. En gros, pour faire simple pour un auditeur, il n'y a pas de yaka. Si le point de raccordement au réseau de chaleur est trop distant, il faut tellement d'investissement en termes de pompe à chaleur et de piping pour raccorder tout ça que ça n'a aucun sens par rapport à un puits classique de géothermie. D'ailleurs, la plupart des réseaux de chaleur en France marchent à la géothermie. Ouais. Dans les yaka, en tout cas dans les critiques justement, si on continue là-dessus, c'est le côté très énergivore de ces data centers qui polluent. Alors certains disent autant que l'aviation. Est-ce que tu peux un peu nous éclairer aussi sur ce sujet-là? Alors, encore une fois, moi j'aime bien les chiffres et puis j'aime bien dire un peu les vérités. Ce qui est vrai, c'est le numérique croît énormément. Et forcément, l'impact numérique est pas neutre. Alors, certains experts, soi-disant, donc, estiment qu'en ce moment, l'impact, notamment des GES, donc des gaz à effet de serre du numérique, est à peu près équivalent à celui des compagnies aériennes dans le monde. Donc, c'est pas neutre, c'est beaucoup. Maintenant, il faut creuser un petit peu ça. Sur cet impact du numérique, 80% vient de la construction et de l'usage des terminaux. C'est-à-dire ce que toi, moi, avec notre téléphone portable, avec la télé connectée, avec le PC, avec le serveur et ainsi de suite. Donc ça, c'est pas les data centers, c'est les terminaux. 80%. Donc c'est pas rien. Quand certains prônent une certaine sobriété, par exemple sur le remplacement des smartphones, de peut-être pas obligé tous les 6 mois de changer de smartphone, ou même au lancement du nouvel iPhone de le remplacer systématiquement, il y a peut-être un bon sens effectivement derrière cela. Quand on connaît ce poids des terminaux. C'est pas que les téléphones portables, mais le téléphone portable en représente une grosse partie. Sachant qu'un téléphone portable, finalement, c'est devenu un ordinateur portable aujourd'hui. Sur les 20% qui restent, ça se partage à peu près en moitié-moitié, donc 10% et 10%, entre les réseaux télécoms, les réseaux mobiles, par exemple, le GSM, ou aujourd'hui la 5G, la 4G, et puis les réseaux dont on parlait, les réseaux terrestres et autres. L'autre partie, 10%, c'est donc la partie data center. Mais dans les data centers, les 10%, la moitié seulement concerne l'infrastructure du data center. Le reste, c'est les machines que nos clients viennent mettre dans le data center. Donc les acteurs de data center représentent à peu près aujourd'hui 3 à 5% de l'impact du numérique. Alors ça ne veut pas dire c'est pas beaucoup, parce qu'à la fin, ça commence à faire beaucoup. Enfin, voilà, je pense que tu l'as remis dans l'ordre de grandeur. Oui. On pointer du doigt, il faudrait déjà savoir de quoi on parle. Et bien sûr, on peut se focaliser sur celui qui fait 3 ou 4%. Moi, je pense qu'on pourrait aussi regarder celui qui fait 80%, que ça soit dans les usages ou dans les modes de consommation. Ceci dit, ça ne veut pas dire que c'est une excuse en tant que telle. D'ailleurs, des acteurs comme nous, on a essayé d'être un petit peu premier de cordée, pour reprendre une expression présidentielle. Connoté. De montrer une certaine voie à la filière, puisque on a choisi délibérément de mettre nos activités dans un cadre éco-responsable, et depuis longtemps, depuis 2014, tant, je l'ai mentionné tout à l'heure, en achetant de l'énergie verte, mais aussi en travaillant sur l'efficience énergétique. Alors, voilà, c'est important là aussi de donner des ordres de grandeur. On est numéro 1 en France, on gère en ce moment 15 data centers, bientôt 17, puisqu'on en ouvre 2 sous peu en France. L'impact carbone, enfin GES, impact carbone, en fait, des gaz à effet de serre de nos activités l'année dernière, 2800 tonnes. 2800 tonnes, l'équivalent de 300 français, c'est quand même pas grand-chose. C'est toujours trop, mais c'est quand même pas grand-chose. Bon, moi, je remarque une chose, sur cette contribution à la neutralité carbone, scope 1, scope 2, c'est-à-dire ce qu'on consomme directement, sur les 144 000 entreprises représentées par la CCI Marseille-Aix, il y avait 2 entreprises qui étaient déjà arrivées à cette contribution de neutralité carbone, c'était La Poste et puis nous. Bon, d'accord. Ça veut pas dire que les 139 998 restantes n'auront pas de boulot à faire, mais bon, je veux bien qu'on nous appuie un petit peu dessus, et c'est tout à fait normal et légitime. Faut aussi relativiser parfois. Ouais.
Du coup, sinon, mais voilà, ça, pour rebondir quand même sur ces 80%. Donc tu peux préciser, c'est à la fois la production de tous nos smartphones et autres, et quand même aussi la consommation de streaming, hein, c'est ça? C'est à la fois la construction, hein, et l'usage. Hein, donc l'usage, c'est aussi bien les piles, les batteries qu'on change, et puis bien sûr la consommation d'électrique associée, hein, pour le faire tourner. Hein. D'ailleurs, qui ne recharge pas 1 ou 2 fois par jour son smartphone? Derrière, hein, il y a une production. Alors au passage, il vaut mieux recharger en France qu'en Pologne, vu l'empreinte carbone du mix énergétique polonais par rapport aux Français, qui est très en avance. Hein, à part la Suède et la Norvège, qui ont des situations hydroélectriques très particulières, difficilement reproductibles, la France est l'impact carbone le plus bas de toute l'Union européenne, et de très loin. Hein. Du fait du nucléaire, précisons-le. Ouais. On est sur un multiple de 4 avec l'Allemagne, on est sur un multiple de 10 avec la Pologne. Donc recharger un smartphone en Pologne, c'est 10 fois plus de pollution que de recharger en France. Et puis et en même temps, on peut pas demander aux Polonais de venir charger parce que ça crée des émissions carbone. Mauvaise blague de fin de podcast. Sur la est-ce qu'il y a des sujets, alors, sur le sujet de la sécurité, tu disais qu'il n'y a pas eu de panne noire. Moi, j'aime bien votre comparaison avec l'organisme vivant, en fait. C'est qu'il y a des redondances. Je crois que c'est une des premières clés pour éviter que, justement, il y ait des pannes sèches. Vous mettez du gras, c'est-à-dire qu'il y a de l'inutile, mais qui, en fait, devient utile. C'est ça? On pourrait des fois se poser des questions, d'ailleurs on s'en pose. Je prends un exemple, hein, les groupes générateurs. Normalement, d'ailleurs, souvent, les gens s'affolent en disant mais il y a des cheminées. Ben oui, forcément, normalement, quand il y a un moteur, il y a une cheminée pour évacuer. Alors, dans les normes environnementales fixées par les DREAL, des préfectures, bien sûr, d'ailleurs, au passage, les réglementations françaises vont au-delà des directives européennes. Hein, donc, voilà. Souvent, et tant mieux, mais bon, il y a aussi Ça dépend. Quand c'est principe de... Je suis pas d'accord, à la limite, tu vois, quand c'est principe de précaution, ça m'agace, moi. Peut-être. Ouais. Quand c'est pour être plus vert, pourquoi pas, mais quand c'est... on sait jamais, bon, donc, c'est discutable. Les générateurs, c'est des très gros moteurs, hein, un moteur de 3 MW par générateur, on pourrait allumer une ville de 5000 habitants avec ça, donc c'est pas le petit groupe électrogène du bout de jardin. Un gros module, hein, de générateurs, et on en a des dizaines et des dizaines, et on en a 72 hein, sur le campus de la Courneuve que j'évoquais tout à l'heure, 72 fois 3 MW, hein, donc ça fait beaucoup. On a un modèle d'investissement entre le groupe container, l'isolation au bruit, le système de refroidissement, les systèmes de filtrage de particules dans les cheminées, et ainsi de suite. Grosso modo, on est sur quasiment 1 million d'euros la bestiole. Ça tourne en moyenne 6 jours par an. Et sur les 6 jours par an, 80% du temps, c'est quand on les teste pour être sûr que ça marche et que quand on en a besoin, ça va bien marcher. Donc là, on voit bien qu'on est dans la redondance quasi extrême, parce que faire des tels investissements pour 6 jours sur 365, mais ceci dit, nos clients nous payent pour ça. Ils veulent qu'on ait justement les infrastructures qui vont leur garantir que quasiment le data center ne s'arrête jamais, parce que à partir du moment où on a de la mécanique, de l'électrique, de l'électronique et de l'électromécanique, les pannes, hein, c'est comme nous à la maison, ça arrive. Donc on dépense des fortunes en maintenance préventive, un peu en curatif aussi, mais surtout en maintenance préventive, ce qui explique aussi pourquoi cette activité du data center ça coûte aussi cher, parce que grosso modo, entre le moment où on a construit le bâtiment et 20 ans après, le bâtiment, on l'a payé 2 fois. On l'a payé une fois pour le livrer, et puis, grosso modo, 5% de notre chiffre d'affaires est investi en maintenance préventive. Donc, hein, on fait le calcul, sur 20 ans, on l'a payé 2 fois. Il faut des sacrés reins financiers pour accompagner nos clients, justement, dans ce niveau de redondance, mais surtout de continuité d'activité. Ce pourquoi, entre autres, ils nous payent. Ils nous payent pas que pour faire l'usage de l'aéroport de la data, ils nous payent aussi pour que ça marche tout le temps. Ils nous payent aussi pour leur donner des éléments de sûreté. Hein, on est face de plus en plus à des actes de malveillance intentionnés ou pas. On a eu un phénomène, hein, il y a pas très longtemps, sur l'année 2022, en avril à Paris, et puis en novembre dernier autour de Marseille, où des câbles principaux de liaison internationale ont été coupés. Nous, on a eu zéro impact. On a tellement de redondance là de nos réseaux télécoms. Hein, on a 200
réseau télécom dans notre data center de Marseille, que finalement, si ça passe pas à gauche, ça passe à droite. Par contre, on voit bien que ce genre d'action se multiplie. On pourrait très bien avoir... on a été touché. Voilà, on a été, du coup, panne sèche. Internet. On peut être touché. Si on est dans le bon data center, moins touché, voire pas du tout. Ouais. Donc, on est très conscient de ces enjeux de sûreté physique. Le domaine de la sûreté logique, ça c'est du ressort de nos clients. Moi, je peux faire tout ce que je veux, mais si mes clients laissent leur firewall grand ouvert, là, j'y peux pas chose, mais ça c'est leur problème. Chacun son métier. Mais en tout cas, moi, je vais m'assurer qu'on a bien les 7 niveaux de sécurité physique entre le monde extérieur et la machine de nos clients. Alors, 7, pourquoi pas 8, pourquoi pas 9, c'est une question d'investissement et de probabilité. On pourrait encore durcir ça. Moi, ce que j'observe, c'est que dans certains pays du monde, et notamment aux États-Unis, certains data centers sont même protégés par des gardes armés. En France, c'est complètement interdit pour le moment. Il viendra un jour, je n'en sais rien. Mais ce qu'on voit, c'est que les actifs qui sont, comme je pense les auditeurs l'ont compris maintenant, pas si immatériels que ça, ont besoin d'être protégés et que certains actes malveillants ou terroristes même pourraient très bien envisager de faire beaucoup plus de dégâts dans ce genre de lieu que finalement en envoyant un avion avec tout l'aspect malheureusement funeste du tour à Manhattan. Donc la sûreté va être un enjeu clairement de demain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé, nous, une direction sûreté qui m'en reporte directement, qui n'est pas noyée au sein des opérations, parce que c'est un des enjeux clairs de la continuité de notre métier pour la sécurité de nos clients demain. Dans les autres thèmes importants, il y a l'emploi. Vous êtes une infrastructure. Est-ce qu'on peut demander à une infrastructure de produire beaucoup d'emplois? Et à mon avis, j'ai une petite idée de la réponse, donc je te la pose quand même. Et comme je pense connaître la réponse, comment faire pour créer plus d'emplois en France autour de vos infrastructures? Est-ce que les data centers créent de l'emploi? Oui. Est-ce qu'ils pourraient en créer plus? Sûrement. C'est vrai, la réponse était dans la question. Une infrastructure a pour mission d'être une infrastructure et pas forcément d'être une usine ou d'être un employeur. C'est ça qui est effectivement parfois légitimement une question pour certains élus, parce que les élus, c'est combien de taxes et combien d'emplois vous allez me générer. On peut comprendre. Bon, des fois, c'est un peu une vision à court terme parce que c'est à l'aune d'une mandature. On est un acteur d'infrastructure, donc ça met plus de temps qu'une mandature la plupart du temps pour générer l'effet indirect bénéfique. Néanmoins, quand on veut encore une fois donner un peu quelques chiffres, c'est un métier qui s'appuie fondamentalement sur ce qu'on appelle de la maintenance et des services associés dédiés. Pour faire tourner nos data centers, nous, on pilote, c'est ce que j'appelais, on gère les robots. Mais on n'est pas des spécialistes de détection incendie, on n'est pas un spécialiste du ménage industriel de salles blanches. Donc on utilise des tas d'entreprises. On a 23 corps de métier qui interviennent de façon dédiée chez nous. Et là, on a les chiffres parce qu'en France, on a le bon goût que quand quelqu'un travaille de façon dédiée chez un prestataire, eh bien, il a le droit de vote au CSE, il n'a pas le droit d'être élu, mais il a le droit de vote. Donc, forcément, tous les 31 décembre de chaque année, moi, je reçois la liste de tous les gens qui nous sont dédiés et qui ont le droit de voter. Alors là, le calcul est aisé. On est dans un ratio de 1 pour 4, c'est-à-dire que quand moi, j'ai un CDI, j'ai 4 emplois derrière chez mes prestataires, que ça soit Veolia, que ça soit Schneider, que ça soit Proclair, qui fait le ménage industriel chez nous. Ou des gens comme Ceris, qui font aussi tous les agents de sûreté, les agents SIAP de nos clients. Et ça veut dire que grosso modo, déjà en 8 ans, on a créé 500 emplois à Marseille. Bon, ça c'est le premier niveau. Il y a un deuxième niveau. Alors 500 emplois, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, je sais pas. Moi, je connais pas beaucoup d'entreprises qui ont créé 500 emplois pérennes en CDI sur Marseille dans les dernières années, mais il y en a peut-être. Personne ne les a donnés, mais enfin il y en a peut-être. Il y a un autre niveau, c'est que nos clients, qu'ils soient américains, allemands ou français, de plus en plus mettent du personnel à demeure pour gérer leur plateforme. Chez nous d'ailleurs, on développe de plus en plus de bureaux. À la Courneuve, pour toujours parler du dernier gros bébé qu'on a en région parisienne, on a créé sur nos data centers, là en même temps que les 40 000 m² de salle, 16 000 m² de bureaux. Alors toi, tu es de l'immobilier, tu connais un peu les ratios.
Ça veut dire que grosso modo, on peut héberger entre 1200 et 1300 personnes, grosso modo, de façon permanente. On ne s'est pas amusé à faire ça pour la galerie, c'est parce qu'on a des besoins. Et les besoins, ce sont ceux de nos clients. Donc les Capgemini, Orange, Allianz, Integra, Amazon, Oracle, et ainsi de suite, mettent à demeure du personnel et ils ont forcément créé des emplois pour faire ça. Ils ne les ont pas simplement déplacés. Et puis, il y a encore un autre niveau. C'est que nos clients, ils sont comme nous. Pour faire tourner leur plateforme informatique et télécom, eux-mêmes utilisent des prestataires. Par exemple, à Marseille, les câbles sous-marins utilisent beaucoup un prestataire qui s'appelle Telsam, car avant ils avaient 4 employés, maintenant ils sont une trentaine de personnes, Telsam, de par notre activité. Ça a créé des emplois. Alors ça, la faiblesse de notre argumentation, et ça je le reconnais, c'est que moi qui ne suis pas un spécialiste de l'INSEE, et je n'ai pas pu faire encore toutes les études pour pouvoir connaître exactement au chiffre précis les emplois qui ont été créés autour du data center. En tout cas, ceux, par exemple, de Marseille. Mais ça pourrait être la même chose à Francfort ou à Madrid. Mais on voit bien, de la même image qu'une infrastructure comme un pont ou comme une gare TGV, c'est pas la gare ou le pont qui crée l'emploi, c'est l'usage qu'on peut en faire qui va procurer un développement économique qui lui-même génère l'emploi. Alors ça, c'est toujours un petit peu délicat, y compris pour certains élus, d'arriver à les appréhender concrètement. Il faut aussi accepter de se mettre dans le temps d'une infrastructure. Une infrastructure, c'est pas un temps d'une mandature. C'est plus long. La preuve, c'est que quand nous, on contracte sur le port de Marseille, on contracte pour 49 ans. On n'est pas venu pour 5 ans de mandat. Bien sûr. Bien sûr. Mais est-ce qu'en allant encore plus loin, ça peut pousser l'industrie du cinéma, l'industrie de la production audiovisuelle à venir s'installer à Marseille ou à La Courneuve et créer d'autres métiers autour, ou il n'y a pas d'impact? Alors, c'est déjà le cas à Paris. Toutes les chaînes de télévision, les Canal+, M6, AB Productions et autres sont déjà nos clients parce que le digital media est un grand utilisateur. Ça existe encore, alors. Merci pour l'info. Hélène et les garçons, mais bon, ça date un peu. Je savais pas que ça existait encore, du coup. C'est bien. Donc, puis des grands acteurs. Prochain podcast. Non, On peut faire un peu de teasing. Non, mais et là, on le voit, et il y a forcément un usage qui va venir. Déjà, Marseille est une ville de tournage, est une ville de production de plus en plus. À un moment donné, on l'a vu par exemple, nous, en région parisienne, quand des acteurs qui faisaient du dessin animé, on a des gens qui sont très compétents visiblement en France, c'est pas mon domaine de prédilection, mais qui fournissent les studios de DreamWorks aux États-Unis avec des personnages, avec des animations spécifiques et autres, et qui ont besoin d'envoyer ces flux vidéo qui sont très très lourds et qui utilisent justement les réseaux télécoms eux-mêmes présents dans nos data centers. Donc oui, il y a un écosystème qui peut tourner autour des médias. Le data center peut être conçu comme une utilities, au même titre que l'eau, le gaz, l'électricité, le transport. D'ailleurs, moi je le vois bien quand l'agence d'investissement Marseille-Provence Promotion fait la publicité entre guillemets pour attirer les entreprises. Elle parle de plein de choses, mais elle parle aussi des data centers présents parce que c'est devenu un atout de territoire et certains l'ont bien compris comme les agences d'investissement. Ouais. J'ai une dernière question qui est l'Afrique, puisque Marseille et tu ne l'as pas cité dans les hubs. Quel est l'avenir de l'Afrique sur ce sujet-là, puisqu'on est plutôt à la fin du podcast et on pourra en parler des heures. Alors, il y a deux niveaux. Il y a l'Afrique en tant que telle, c'est-à-dire en tant que territoire de développement de data center, et puis le lien entre l'Afrique et l'Europe, et bien sûr Marseille, parce que c'est un des rôles de Marseille. Alors nous, on a la chance d'être devenu en 2 ans le numéro 1 en Afrique. À coup d'investissement, on a beaucoup investi au Kenya, en Afrique du Sud. Il y a 1 an et demi, on a fait un chèque d'un peu plus de 2 milliards pour acheter le numéro 1 sud-africain. Donc on voit bien que c'est une grosse acquisition. On est présent au Nigeria également, on est présent au Mozambique. On se pose quelques questions sur les pays qui vont être intéressants sur la partie Afrique de l'Ouest. C'est pas encore très très clair parce que d'abord il y a là encore 2-3 chiffres qu'il faut citer peut-être. La totalité du marché du data center africain, donc les 54 pays, aujourd'hui c'est la taille du marché suisse. Voilà. Alors, je dis pas que le marché, c'est pas important, mais enfin. Non, mais c'est intéressant. Voilà, ça permet de relativiser un petit peu. Par contre, bien évidemment, la croissance attendue
et sans commune mesure avec la croissance des prochaines années du marché suisse. Le deuxième élément, c'est que notre marché, pour qu'il puisse se développer, a besoin de ce qu'on appelle de la dérégularisation des télécoms. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une concurrence possible et que n'importe quel opérateur d'infrastructure ou de service puisse venir offrir ses services sur le territoire donné. Tous les pays africains ne sont pas rentrés, loin de là, dans une dérégulation des télécoms. On a même des pays essentiels, comme par exemple l'Égypte, qui est un carrefour naturel de par le débouché de la mer Rouge, on l'a compris, qui est complètement sous le contrôle de Télécom Égypte. C'est quelque chose peut-être évolué, mais aujourd'hui, quand on est Monsieur Orange, Monsieur British Telecom ou Monsieur AT&T, très compliqué d'aller offrir des services en Égypte pour les entreprises égyptiennes ou présentes sur le sol égyptien. Donc, ce qu'on voit, comme d'habitude, c'est les pays qui ont dérégulé qui ont émergé. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec finalement Kenya, Afrique du Sud et Nigeria. Troisième point, pour relativiser aussi sur le marché africain, c'est que tous les pays africains ne seront pas des points de concentration, seulement certains qui réunissent à la fois, on vient d'en parler, un cadre législatif et réglementaire propice au déploiement de ces infrastructures, notamment la libre concurrence dans le cadre de normes, mais néanmoins la libre concurrence au niveau télécom. Le deuxième élément, il faut quand même qu'il y ait une certaine concentration de population et d'usage et donc de niveau de développement. C'est pas pour rien qu'on retrouve par exemple Kenya et Afrique du Sud, ou des niveaux de concentration de PIB comme le Nigeria, qui est le premier PIB d'Afrique. Et quatrièmement, il y aura encore un point qu'on pourrait citer, c'est qu'il faut être au bon endroit quand même. Alors, les choses vont un peu bouger parce que en novembre dernier, nous avons connecté à Marseille le câble 2 Africa du consortium de Meta, donc Facebook, qui est à ce jour le plus grand câble télécom du monde, qui fait 45 000 km, qui fait tout le tour du continent africain. Et ça va révolutionner la connectivité africaine. Alors, quand je dis révolutionner, c'est que ça va à la fois où il y avait un tuyau d'arrosage, on fait passer un pipeline, donc en termes de capacitaire, mais c'est aussi en termes de coût. Ça va abaisser considérablement le coût de revient unitaire d'une liaison et donc rendre possible l'échange. Donc il y a le marché africain, pour conclure, est sûrement un marché en devenir extrêmement important, qui est directement lié à la croissance économique, à la croissance démographique, surtout du continent africain pour les prochaines années. Mais ça va pas se passer partout. Voilà. Avant qu'il y ait des hubs de data center au Tchad ou au Soudan, je pense qu'il va y avoir encore quelques décennies. En revanche, on voit bien que les pays dans lesquels nous avons investi a priori, comme certains de nos confrères d'ailleurs, ou peut-être aussi Sénégal, Maroc, sont des pays qu'il va falloir regarder, qui vont sûrement connaître un développement des infrastructures en général et des data centers en particulier. Très bien, merci. C'est une chance pour la France et c'est une chance pour Marseille parce qu'on est juste en face et qu'on est le point de raccordement de tout ça. Et puis d'ailleurs, dans le projet de la CCI de Marseille, Africa Link, de développer les échanges comme il y avait un petit peu avant le goût pour l'Afrique, utiliser ces nouveaux réseaux et ces nouveaux moyens d'échange au travers de la data, c'est sûrement un des chemins qu'on peut utiliser. Tout à fait, de nombreux échanges. Je salue Africa Link, voilà. Et le club d'immobilier aussi qui est allé au Sénégal il n'y a pas très longtemps. Et, où on voit le président de Macron aussi qui essaie de rabiboucher la France et le Maroc. Le Maroc, le bout de la route nouvelle route de la soie. Donc, en effet, il y a quelques sujets et c'est pas loin de chez nous. Pour terminer, la question un peu traditionnelle, même si c'est une passion, on le sent bien pour toi, donc quand tu bosses, tu ne bosses pas. Mais malgré tout, quand tu fais pas de data center et que tu t'occupes pas du développement de digital realty, qu'est-ce que tu fais, toi, pour un peu trouver ta respiration? Beaucoup de temps avec mes enfants et quand même un peu de sport parce que j'aimerais bien en faire plus. Mais je suis un grand fan de tennis et de natation, mais c'est bientôt Roland-Garros, donc je suis prêt. T'es prêt? T'as une wildcard? Voilà. Oui, parfait. Merci beaucoup, Fabrice, et à très bientôt. Invitation, avec plaisir, Guillaume.